Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice Despaulis, je travaille à Orange Innovation, je suis développeur, je travaille dans une équipe qui traite plutôt de sujets de data et d'intelligence artificielle. Donc bonjour à tous, Élise Salésiardo, je suis data scientist et chercheuse en intelligence artificielle. Et donc je travaille sur plein de problématiques différentes, comme par exemple la reconnaissance vocale et puis la personnalisation. Et c'est un peu de ça que va parler la conférence. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler d'algorithmes de prise de décision. Alors sur ce sujet-là, Élise, c'est un peu la caution scientifique. Moi, je suis développeur, elle est chercheuse dans le domaine, elle a fait sa thèse sur le domaine. On va essayer d'équilibrer un petit peu la présentation entre des maths, qui normalement, d'après elle, sont au niveau 5e. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce point-là, mais bon, on en rediscutera après si vous voulez. Et un peu de code. Et vous avez de la chance, ce sera du Python en plus. Alors, bon, si on se prend, prenons un cas d'usage basique. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la journée internationale du dinosaure. Et avec Élise, justement, nous, on rêve de créer un parc d'interaction autour du thème du dinosaure. Et on trouve que c'est une super bonne occasion pour récolter des dons. Et donc, on a imaginé quelques bandeaux pour attirer les utilisateurs et les faire cliquer et espérer qu'ils nous donnent de l'argent pour notre parc de dinosaures. Alors, on a décliné notre bandeau avec des dinosaures cool, intelligents ou plutôt créatifs. Mais bon, le problème qu'on a, c'est que on ne sait pas du tout sur quel sera le bandeau qui va attirer le plus de clics et donc le plus de dons. Alors là, on est typiquement dans un problème de décision. Et ce qu'on fait souvent et quasiment systématiquement dans ce cas-là, c'est qu'on utilise un test AB. Et un test AB, alors grosso modo, voilà comment ça marche. On a nos deux solutions. On a notre bandeau A et notre bandeau B. Et en fait, on va proposer aux utilisateurs ou bien un bandeau ou bien l'autre, en alternant l'un et l'autre de manière à peu près équiprobable pour que les gens cliquent et qu'on sache au bout d'un moment quel est le meilleur. Ce qu'il faut voir, c'est que chacun de ces bandeaux, il a une récompense. Alors la récompense, c'est quoi? Ça siffle beaucoup, Seb, je ne sais pas si c'est normal. C'est juste dans mon oreille ou c'est pour tout le monde? Ah, c'est mieux peut-être. Merci. Donc la récompense, c'est quoi en fait? C'est où l'utilisateur il a cliqué ou il n'a pas cliqué. Donc c'est 0 ou c'est 1. Et en fait, ces deux bandeaux, ils ont une moyenne, une récompense moyenne qui est théorique, mais qu'on ne connaît pas. Alors la solution A avec le dino hyper cool, elle c'est la meilleure. C'est pour ça que Élise, il aime bien mettre des étoiles dans ce cas-là, mais il vous reparlera de ses notations après. Donc mu A étoile, ça veut dire que c'est la solution qui a la meilleure récompense moyenne. Et on a mu B qui est beaucoup moins bon et qui a lui aussi sa récompense théorique. Et donc, quand on va faire notre test AB, on va proposer l'une ou l'autre des solutions pendant un certain temps. Et la moyenne des récompenses, ce sera juste la moyenne des récompenses théoriques de ces deux bandeaux. Donc, c'est mu A étoile plus mu B étoile sur 2. Jusque-là, moi, les maths, je les comprends. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui les explique. Après, ce sera Élise. Et donc, à un moment T, on arrête. Et il faut on n'a plus qu'à se baser sur ce qu'on aura récolté comme information pour choisir si on prend le bandeau A ou le bandeau B. Donc ça, c'est cool, ça paraît bien sur le papier. Après, en vrai, un test AB, on en a déjà fait par le passé, et ça ressemble plutôt à ça, en fait. C'est pas tout lisse, et le problème de la moyenne des récompenses théoriques, c'est qu'au départ, on la connaît pas, en fait. Et donc, les utilisateurs, ils cliquent n'importe comment, parce qu'on peut pas se fier vraiment à eux. Et tant qu'on n'a pas récolté suffisamment de clics, on a des moyennes qui veulent pas dire grand-chose. Et donc, si on regarde ici, selon le moment où on aura arrêté notre test AB, on n'aurait pas pris du tout la même décision. Au tout début, c'est la solution B qui est meilleure. Après, la solution A, elle semble prendre le dessus. Puis finalement, la solution B, elle reprend le dessus. La solution A finit par prendre vraiment un gros avantage, mais si on tire vraiment très très loin dans le temps, la solution B, elle finit par passer à nouveau devant. Donc, selon le moment où on va prendre la décision, d'une part, on n'est pas sûr d'avoir pris la bonne, mais en plus, c'est tout d'ailleurs, on risque fort de se tromper, quoi. Mais heureusement, Élise est là avec tout son bagage mathématique, sa thèse et toutes ses études, et elle va nous dire comment elle ferait elle. D'accord. Donc en fait, dans le cadre de cette présentation, donc on va parler de toute une famille d'algorithmes qui servent à faire de la prise de décision en ligne. Donc c'est la famille des algorithmes de type Bandy-Manchot, on va dire. Et l'idée derrière ces algorithmes,
c'est plutôt que de faire un test AB à l'aveugle et puis après de se battre avec le produit pour savoir si on garde l'ancienne solution qu'il préférait ou alors si on continue le test AB au péril des utilisateurs pour voir si la nouvelle solution est la meilleure, plutôt que de prendre toutes ces décisions vraiment à la main, au doigt mouillé, là, on va essayer d'utiliser des outils mathématiques qui vont nous permettre de cette prise de décision de la faire de manière plus lisse et plus continue pour, au final, la faire de manière automatique. Et là, on voit par exemple que sur la figure, plutôt que d'attendre jusqu'à T, et puis là, coup près, on prend notre décision, là, l'algorithme, au cours du temps, il va essayer de se dire « Ah ben tiens, la solution A me paraît la meilleure, donc on va jouer celle-là plus souvent. » Et donc, on va avoir un comportement beaucoup plus lisse, où on voit qu'on va petit à petit converger vers la solution qui est la meilleure. Et en fait, toute l'aire qu'on a sous la courbe, là, qui est rayée, c'est des clics qu'on va gagner, qu'on n'aurait pas gagné si jamais on avait fait un test AB. Et pire, si le test AB n'a pas duré longtemps et qu'on n'a pas eu de chance au début, on pourrait prendre la mauvaise décision et se tromper. Alors avant d'aller plus loin dans les maths, on va se reposer d'abord un peu, on va regarder un peu à quoi ça pourrait ressembler si on voulait coder un algorithme de Bandy-Manchot en Python. Alors l'algorithme de base, et puis le système de jeu finalement, il est assez simple, hein. On va prendre un certain nombre de tours de jeu et à chaque tour de jeu, on va demander à notre algorithme de Bandy de choisir une des actions. Donc les actions, hein, c'est quel bandeau je propose. On appelle ça des actions, des bras, il y a plein de termes différents. Là, on les appelle actions. Donc on demande au Bandy de sélectionner le bandeau, un des bandeaux. On va jouer cette action. Et jouer l'action, ça veut dire le proposer à un utilisateur. Typiquement, dans notre cas, proposer le bandeau qui a été sélectionné à l'utilisateur et récupérer la récompense. Est-ce qu'il a cliqué ou est-ce qu'il n'a pas cliqué? Et après, on va mettre à jour notre système de Bandy et avec cette récompense et on va recommencer sur le tour suivant avec peut-être une autre action sélectionnée, etc., etc. Donc, si on rentre un petit peu dans des détails d'implémentation, alors je suis pas vraiment sur le bon truc, mais donc ce que je vous ai dit, hein, c'était que ce sera en Python, hein, donc. Et donc, si on essaye de coder ça en Python et d'avoir un système de Bandy qui soit un peu générique, alors la généricité, elle nous sert juste à décliner après cet algorithme avec différentes implémentations possibles, comme on va le voir après avec Alice. Donc, ce dont on a besoin, en fait, c'est du point de vue du joueur. Nous, on est des joueurs qui jouent des actions un petit peu à l'aveugle, et on essaye de constater, en fait, quels sont les bandeaux les meilleurs. Donc, on a besoin de retenir, à chaque fois qu'on a une action, de retenir ce qui s'est passé pour pouvoir avoir une idée de la moyenne empirique, la moyenne du moment, et de pouvoir la comparer avec d'autres. Donc, on a une classe qui s'appelle Action History, qui est une data class, hein, qui a plusieurs attributs. Hein, donc le total des récompenses qu'a accumulé cette action, le nombre de fois où elle a été jouée et son identifiant. On a une propriété calculée qui est sa récompense moyenne, donc qui est simplement la somme des récompenses divisée par le nombre de fois où elle a été jouée. Et on a une méthode d'observation qui va mettre à jour l'action quand elle obtient une récompense. Donc simplement, hein, on joue une fois de plus et on accumule la récompense. Et le système de Bandy, qui est une autre classe abstraite, donc en Python, c'est pas très intuitif, mais il faut qu'elle hérite de la classe ABC. Elle va consister en plusieurs choses. Donc, elle va être initialisée avec une liste d'actions. Donc, la liste d'actions, c'est des action history, qui sont initialisées avec une première récompense à 0 et comme ayant été jouée une fois. Voilà. Et donc, elle a en paramètre un nombre d'actions. Donc, on va créer autant d'actions qu'on en veut dans ce système de Bandy. Et d'autre part, on a deux autres attributs qui sont le nombre d'actions qui ont été jouées et le total des récompenses qui ont été obtenues par toutes les actions. Okay. Donc là, c'est égal à n action, hein, parce que je joue toutes les actions une fois pour l'initialisation. Et on a deux méthodes. On a une méthode qui observe. Cette méthode d'observe, elle met à jour le système
à partir d'un identifiant d'action et d'une récompense, elle va mettre à jour le système en mettant à jour l'action history concernée, le nombre d'actions qui ont été jouées et le total des récompenses qui ont été obtenues. Et on a une méthode abstraite qu'on ne définit pas ici, qui est simplement la sélection de l'action. Et ça, c'est ce qu'on va voir, hein, c'est propre à chaque algorithme de Bandy-Manchot de choisir la bonne action à proposer à l'utilisateur. Là, elle va juste renvoyer l'identifiant de l'action qu'il faut proposer à l'utilisateur. Et donc, l'implémentation la plus basique de cette chose-là, c'est le hasard. Donc, une classe qu'on pourrait appeler Random Bandits, elle hérite de notre Bandy System, et tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller chercher dans la liste des actions, et elle va en prendre une au hasard. C'est ce que fait la fonction choice du module random. Hein. Il va prendre une action au hasard dans cette liste, et il va récupérer son identifiant. Et donc, on récupère un identifiant au hasard. Et comme les choses sont bien faites, on a notre simulateur. Alors notre simulateur, il est un peu plus... On retrouve ici le petit code qu'on voyait tout à l'heure. Je l'ai perdu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai caché. J'ai réussi à le cacher. Ah, il est là. Hop. Donc ça, c'est le petit code qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ça, l'algorithme, il est là. Après, il y a plein de choses en plus qui sont destinées à de la visualisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour avoir des courbes après. Et on a une fonction qui s'appelle play, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'action play, elle simule le comportement des utilisateurs. Alors, on pourrait mettre qu'on la tire au sort, mais si on la tire au sort, toutes les actions, en fait, elles vont avoir une moyenne de récompense qui seront de 0,5, donc c'est pas très intéressant. Ce qu'on fait, c'est qu'on identifie une action qu'on va considérer artificiellement comme étant la meilleure, et là, c'est l'action d'ID 0, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer cette action d'ID 0, on va la pulser en lui donnant un tirage un peu privilégié, et ce qui fait qu'elle aura une moyenne qui ne sera pas de 0,5 comme les autres, mais de 0,7. Et ça va nous permettre de la voir émerger de manière différente selon les algorithmes qu'on va choisir. Et donc, si on joue ce code-là, alors il faut juste que je vérifie. Donc, je vais commenter ces lignes-là. Donc là, le bandit que j'utilise, c'est bien un random bandit. Et si je joue cette partie-là, normalement, je devrais obtenir... Ah oui, évidemment. Excusez-moi. J'ai des petits... Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses dont on n'a pas parlé, que je vais cacher et sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Mais ce qu'on voit ici, c'est les récompenses moyennes obtenue par chacun des bras. Donc à chaque tour, je regarde quelle est la récompense moyenne obtenue par chacun des bras depuis le début, et on voit que, avec le hasard, l'action 1, elle émarge à 0,7, logique, hein, j'ai mis 0,5 plus 0,2, et toutes les autres actions, elles vont finir par converger vers 0,5. Et ce qu'on voit aussi au début, hein, si on zoome un peu au début, on voit que c'est un peu le bazar, et que finalement la meilleure des actions, elle est devenue la meilleure de manière empirique seulement à ce tour-là, aux alentours du 271e tour de jeu. Donc, du coup, vu qu'après on va présenter les notations un peu pour parler des algorithmes, tout ça, donc dans un premier temps, je vais mettre en place le framework mathématique. Donc, au final, on a K bras, action ou choix que je peux inverser au cours du temps, mais souvent je dis plutôt bras, moi, de mon côté. Donc, chaque bras K a une récompense moyenne de μK qui est entre 0 et 1. En pratique, la récompense, par exemple, si c'est de la récolte de fonds ou des choses comme ça, peut être différente entre 0 et 1. Par contre, derrière, d'un point de vue mathématique, vu qu'on fait plein de sommes et de choses comme ça, si entre 0 et 1, on peut dire que c'est égal à t au final, si jamais on n'a que des 1. Et c'est vachement plus sympa dans les formules. Donc ça fait que si jamais c'est pas égal à entre 0 et 1, il vaut mieux normaliser pour que ça soit entre 0 et 1. Et pour la suite, donc je vais supposer que c'est tout le temps entre 0 et 1. On a le bras optimal qui est K étoile. Et donc ce bras optimal, c'est celui qui a la plus haute moyenne, donc l'argmax. L'argmax, en fait, plutôt que de renvoyer le max, ça renvoie l'argument qui permet d'atteindre le max. Donc là, vu qu'on fait varier K, c'est le meilleur bras. Et derrière, ce bras optimal a une moyenne mu étoile, qui est donc le max.
Ensuite, aussi, une quantité qu'on va mesurer, qu'on va essayer de minimiser, c'est le regret cumulé. Parce que quand on fait de l'apprentissage par renforcement et des choses comme ça, on est très pessimiste, donc on ne mesure pas notre gain, mais ce qu'on regrette plutôt. Et donc, du coup, notre regret, c'est la différence, en fait, entre mu étoile, c'est la moyenne des récompenses qu'on aurait pu obtenir en sélectionnant le meilleur bras, et la récompense moyenne qu'on a obtenue en jouant le bras KT. Donc, c'est celui qu'on a sélectionné effectivement. On va mettre tout ça entre parenthèses, et puis on va dire que mu étoile moins mu KT, c'est delta K. Et donc, le regret cumulé, c'est la somme de tout ce qu'on a regretté à chaque tour, tout au long de notre jeu. Voilà, c'est les maths les plus dures de la présentation, là. Et donc, il y a une quantité, en fait, qui est très, très importante à comprendre, c'est la borne inférieure sur le regret cumulé. En fait, une borne inférieure, ça veut dire que quoi qu'on fasse, c'est borné inférieurement, donc on ne pourra pas faire mieux que ça. Et donc, ça a été prouvé mathématiquement que dans un cadre de framework de problème de bandit, c'est-à-dire où on essaye de détecter une différence de moyenne entre plusieurs actions, on ne peut pas avoir en moyenne un regret inférieur à ça. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, on est forcé de regretter ça. Donc le oméga qui a devant, ça sert juste à dire que c'est une borne inf, comme ça, dès qu'on voit un oméga, on le reconnaît de loin, c'est une borne inférieure. Donc dedans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un K, donc c'est quelque chose qui multiplie linéairement le reste de la formule. Donc ça veut dire que plus on a d'actions, plus on aura un regret qui croît de manière linéaire, c'est logique, puisque il faudra qu'on essaye en fait chacune des actions, et donc on regrettera pour cette action-là. Derrière, on divise tout ça par delta. Donc delta, en fait, c'est la différence de récompense entre les actions qui sont sous-optimales et l'action optimale. Et donc, plus la différence entre deux actions sera faible, plus ça sera dur de voir quelle est la meilleure. Et puis après, on a quelque chose qui est vraiment sympa, c'est le T. Donc le T, c'est le nombre de fois où on va jouer, c'est dans un log. Et vu que c'est dans un log, ça veut dire que plus on joue longtemps, plus en fait log de T, si on le divise par T, ça va s'écraser et donc ça va tendre par 0. Donc le regret instantané, donc en fait c'est ce qu'on regrette instantanément lors d'une action. Si jamais on joue pendant très très longtemps, à l'infini, en fait ça tombe vers 0. Voilà. Et donc du coup, les algorithmes de Bandit-Manchot, en fait, ils cherchent à minimiser ce regret cumulé. Et les bandits-manchots, en fait, ça vient des machines à sous, en fait, où on appelle ça un bandit-manchot. Et donc, l'image du problème, c'est qu'on a plusieurs machines à sous, qu'il y en a certaines, il y en a une qui a une meilleure récompense des autres, et donc on va essayer, en jouant, de trouver celle qui a le meilleur gain. Alors, des bandits en chair en os, on va voir. C'est ce qu'on va voir, mais ah oui, c'est toujours moi. T'as pas fini, non. Donc là, on va commencer en fait à voir une première famille d'algorithmes. Et en fait, tous les algorithmes qu'on va voir, il y a plein de familles d'algorithmes qui sont différentes et qui existent dans le cas des bandits. C'est vraiment un gros domaine de recherche. Et donc là, on va voir que des algorithmes qui sont basés sur la notion d'intervalle de confiance. Donc en fait, les intervalles de confiance, on connaît toutes et tous la loi des grands nombres. Donc en fait, la loi des grands nombres, c'est assez abstrait. Ça veut juste dire que quand on calcule une moyenne empirique, donc une moyenne empirique, c'est la moyenne qui est observée à partir d'une distribution de probabilité. Quand on l'observe, en fait, il peut y avoir au début de la volatilité, mais plus on fait de tirages, plus ça va converger vers la vraie moyenne. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'au cours du temps, donc en vrai, c'est beaucoup plus moche, mais là, on a fait à la main, donc c'est plus lisse. Donc au début, il y a beaucoup de variations, et puis après, au cours du temps, les variations, elles vont devenir de plus en plus fines, et donc on pourra calculer des intervalles de confiance. Donc les intervalles de confiance, en fait, il y a toute une famille d'inégalités qui s'appellent les bornes de concentration, qui disent en fait que quand on observe des processus avec du hasard dedans, ben en fait, on peut les cadrer. Et donc là, la manière dont on les cadre, souvent, ça a une largeur, et cette largeur, on va l'appeler epsilon. Et donc epsilon, c'est notre intervalle de confiance.
Et quand on mesurera une moyenne empirique à un instant T, on pourra dire, OK, ma moyenne empirique, elle est là, je peux calculer mon intervalle de confiance epsilon sur cette moyenne empirique, et donc cet intervalle de confiance, il va dépendre du nombre de tirages, donc du nombre de fois on aura joué une action, et donc si jamais on met notre intervalle de confiance au-dessus et en dessous, sur toute la bande qu'on aura, en fait, on a une garantie qu'avec une forte probabilité, la vraie moyenne va se trouver à l'intérieur de cet intervalle. Et plus on fera de tirages, plus cet intervalle, en fait, il deviendra petit au cours du temps, et plus on pourra localiser la vraie moyenne de manière fine. Donc là, c'est un exemple d'intervalle de confiance, où on voit qu'on mesure, en fait, deux moyennes empiriques avec les intervalles de confiance tracés autour. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'au début, les intervalles de confiance sont confondus. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vu qu'ils sont confondus, on ne peut pas vraiment savoir quelle moyenne est au-dessus de l'autre. Mais si on attend suffisamment longtemps, au bout d'un moment, les intervalles de confiance ils ne vont plus se recouvrir. Et avec la probabilité pour laquelle est vrai notre intervalle de confiance, on va se dire, OK, à partir du moment où ça se sépare, l'action rouge, on a une bonne chance qu'elle soit vraiment meilleure que l'action bleue. Voilà. Et donc, du coup, on a un premier principe pour toute la famille des algorithmes d'élimination, c'est qu'on va au début jouer les bras au hasard, comme lors d'un test AB, et à chaque fois, on va faire un test qui permet de faire, donc c'est un test d'élimination, qui va nous dire si on peut éliminer un bras K. Et donc, on élimine ce bras K. Si jamais, donc, le mu chapeau étoile, c'est le meilleur bras empirique, et donc si le meilleur bras empirique, dans le pire des cas, donc en lui enlevant le epsilon, donc ça fait qu'au pire, il est là, si même dans son pire jour, il est quand même meilleur qu'un bras dont la moyenne empirique est plus faible dans son meilleur jour, alors on peut l'éliminer. Donc pour la complétude, j'ai mis l'epsilon en dessous, mais on va regarder ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Et si jamais on fait passer tous les mu d'un côté et tous les epsilon de l'autre, donc on obtient, du coup, si mu chapeau étoile moins mu chapeau K est supérieur à 2 epsilon, alors on élimine le bras K. Et on reconnaît, du coup, ça, c'est le delta, en fait, le gros delta, la différence entre les deux bras. Donc, le comportement de l'intervalle de confiance. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on va devoir implémenter quand on codera l'algorithme. Au final, c'est juste coder cette formule-là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en dessous, là, dans le log, on a delta. Donc, en fait, delta, c'est la probabilité de se tromper. Donc, elle est censée être entre 0 et 1, mais on veut qu'elle soit petite. Donc, souvent, on la met, par exemple, à 5%. Et ce qu'on voit, c'est que plus la probabilité de se tromper est faible, donc vu que c'est au dénominateur, plus le dénominateur il va tendre vers 0, plus la valeur la valeur globale va être grande. Donc, moins on donne à la possibilité à l'algorithme de se tromper, plus l'intervalle de confiance sera grand parce qu'il est conservateur. Et au contraire, si on accepte d'avoir une bonne chance de se tromper, il y a l'intervalle de confiance qui va rétrécir. À côté de ça, on a le nombre de tirages. Donc, plus on a de tirages pour calculer notre moyenne empirique, plus on peut avoir de la confiance sur notre estimateur. Et donc, plus epsilon va rétrécir. Donc, par contre, on voit que tout ça, c'est dans une racine. Donc, ça fait que ça ne croît pas de manière linéaire. Plus on essaye d'avoir des différences qui sont fines entre les bras, plus ça va être compliqué de faire cette différence-là, et donc plus il faudra d'exemples. Et à côté, on a un paramètre C qui, lui, en fait, c'est juste un truc qui était là dans la preuve, il fallait mettre un C, donc il y a un C qui s'est mis là. Et ça, c'est un paramètre, en fait, qui permet d'accélérer ou de réduire la convergence de l'algorithme, et suivant, en fait, les deltas, les différences entre les meilleures actions ou et les actions sous-optimales, ça c'est vraiment une connaissance métier. Suivant ces cas-là, il va falloir le régler de manière expérimentale pour avant se dire ok, je vais essayer de voir des écarts qui sont par exemple de 0,1 point. Donc dans ce cas-là, on va essayer via simulateur, avant de faire notre expérimentation pour de vrai, de rayer le C.
Ok. Alors, on va voir un petit peu. Alors, la première implémentation de l'algo, donc l'algo des successive elimination. On va regarder à quoi il ressemble pour de vrai. Alors, c'est pas le plus simple à coder parce qu'il est assez simple à expliquer finalement. Hein. Donc, on élimine des bras au fur et à mesure que l'intervalle de confiance est disjoint avec l'intervalle de confiance de la meilleure action. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a toujours notre méthode select. Hein. Notre méthode select, ce qu'elle doit faire, c'est proposer au fur et à mesure tous les bras qu'elle a à sa disposition. Pour garder une liste d'actions qui est toujours la même, ce qu'on a choisi de faire là dans l'implémentation, c'est de rajouter une liste d'actions qui ont été éliminées. Donc on met à jour une liste des actions qui ont été éliminées et parallèlement, on distribue au fil du temps les actions telles qu'elles se présentent. Donc toutes les actions disponibles les unes après les autres. Pour ça, alors sans rentrer dans les détails, on utilise un générateur Python. Et le générateur Python, en fait, à chaque exécution de ce générateur, il va produire la valeur qui est en face qui correspond à l'instruction yield et l'action. Donc, ce que je fais dans cette fonction simplement, c'est que à chaque fois qu'elle est appelée, je parcours la liste des identifiants d'actions. Cette liste d'identifiants d'actions, en fait, c'est la liste des actions. Donc, je prends pour chaque action qui appartient à la liste des actions, les actions qui n'appartiennent pas, dont l'identifiant n'appartient pas aux actions qui ont été éliminées. Donc, je suis sûr, avec cette liste d'identifiants d'actions, de produire une action, et à chaque tour, l'action suivante, qui n'a pas été éliminée par l'algorithme. Et une fois que j'ai produit que j'ai produit à la demande toutes les actions et que je les ai toutes proposées une fois, à ce moment-là, je mets à jour mon système en éliminant toutes les actions qui ne sont pas assez performantes. Et le check and eliminate, ce qu'il fait, il met en œuvre uniquement tout simplement la formule qu'on a vue tout à l'heure, alors tout simplement entre guillemets, mais la meilleure action, il faut qu'on la détermine. Quelle est la meilleure action ? C'est l'action qui a la meilleure récompense moyenne. Donc pour la calculer, je vais voir dans ma liste d'actions, et parmi toute ma liste d'actions, je récupère celle dont la récompense moyenne est la plus élevée, et je le fais grâce à max. Voilà. Après, on a la notion d'intervalle de confiance, avec l'epsilon t tel que l'a décrit Elise juste avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on l'a vu, mais c'est la racine carrée du log, etc. On l'a décrite avant, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On a quelques constantes qui sont là, qui sont C et delta. Je les ai mises ici. Le C, j'ai l'impression, de ce que je comprends, c'est qu'on le choisit un peu au doigt mouillé au début et qu'on l'affine au fil du comportement. Et que le delta, c'est finalement ce qu'on accepte comme erreur vis-à-vis de notre algorithme. Et plus on va le rendre petit, plus l'algorithme va converger rapidement, mais par contre avec une probabilité de se tromper qui sera plus grande. Et on met à jour la liste des actions éliminées en la constituant à partir de la liste d'actions. Et pour chacune des actions, je ne vais retenir que celles dans la liste des actions éliminées, je prends toutes celles dont la récompense moyenne, comparée à celle de la récompense moyenne de la meilleure action, est supérieure à 2 fois epsilon t, l'epsilon t étant calculé juste précédemment. Donc, ça fait beaucoup de code, mais finalement, cet algorithme, il met en œuvre le fait d'éliminer progressivement chacune des actions qui ne sont pas suffisamment performantes, et il nous permet de rejouer notre simulateur d'une autre façon. Hop, je me suis trompé. Donc, si je prends le successive elimination cette fois, donc avec le même nombre de rounds, et c'est exactement l'algorithme ne change pas évidemment, c'est tout l'intérêt. Voilà. Alors, ce qu'on constate cette fois, on pourrait revenir un petit peu sur le graphique précédent. J'avais
supprimer le regret, la moyenne des récompenses. Donc on voit tout à l'heure sur le... Voilà. Alors c'est pas très lisible, hein. Peut-être que c'est un peu petit. Mais on voit que la moyenne des récompenses tout à l'heure, elle était là. Hein. Et donc c'est la moyenne des récompenses de tous les bras. Donc elle est logiquement au-dessus de 0,5 hein, parce qu'il y a cette moyenne-là qui est au-dessus de 0,7. Le test AB, lui, il est à 0,5. Non, c'est le même, en fait, le test AB c'est le même, puisque dans le test AB, hein, on a une action dont la récompense moyenne est un peu plus haute. Donc on voit hein, que quand je fais du hasard ou que je fais du test AB, finalement ça se rejoint et c'est logique. Et le regret, lui, on voit que, si on y arrive, voilà, on voit que le regret, lui, il finit par tendre vers une valeur qui se situe autour de 0,15. Ici, dans ce cas-là, on a, alors, ce qu'on peut voir ici dans le successive elimination, c'est qu'une fois que j'ai éliminé une action, j'ai arrêté de la choisir et donc de la récompenser. Et donc à chaque fois que ça devient une droite, ça veut dire qu'elle a été éliminée. Bon, graphiquement, c'est peu visible, mais tout se passe à peu près ici. Et on voit que ici, toutes les actions qui sont ici, ça devient des droites et que donc elles ont été éliminées. Et finalement, elles sont éliminées au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, on n'a plus que... C'est à peu près à ce moment-là que ça se passe. On n'a plus que cette action, la meilleure action qui est sélectionnée. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on voit le regret qui continue à baisser jusqu'à tendre, théoriquement, si on allait à l'infini, vers 0. Et ce qu'on voit aussi, c'est que voilà, on a toujours l'entropie un peu liée au début sur le choix des actions, mais finalement, l'action 0, qui est la meilleure action, elle émarge assez rapidement au-dessus des autres. Je sais pas, tu veux ajouter des choses sur les... Ah oui, il y a le regret instantané. Ah oui, vas-y, je te laisse parler du regret instantané. Desuna. C'est lequel? Hop. Ouais. Et donc du coup, on voit que lorsque il y a les actions sous-optimales, donc qui commencent à être éliminées, donc on voit que la courbe rose tombe directement puisque on arrête de regretter à partir du moment où on joue uniquement la meilleure action. Alors, je n'ai pas expliqué cette courbe-là, effectivement. C'est le regret instantané lissé sur un certain nombre des dernières récompenses obtenues. Donc, le regret instantané, effectivement, dès qu'il n'y a plus que l'action 0, lui, il oscille autour de 0. Voilà. Et donc, quelque chose qui me gênait en fait dans les approches de type élimination, c'est qu'il y a ce petit paramètre C qu'on ne sait pas vraiment comment tuner. Par contre, vu que c'était l'algorithme le plus simple à comprendre, j'ai préféré expliquer celui-là en premier, même si en pratique, je ne l'utilise jamais quand j'ai besoin de résoudre un problème de Banti. Et à côté de ça, il y a une autre approche que je préfère, mais qui est plus compliquée à comprendre parce qu'elle est moins intuitive, c'est l'approche donc UCB. Donc UCB, c'est une approche qui est optimiste et qui se dit, dans tous les cas, je vais toujours jouer l'action dont j'ai le meilleur estimé de la moyenne. Et si j'y ajoute son intervalle de confiance supérieur, je peux dire que dans le meilleur des cas, elle est là, donc je vais être optimiste. Et je vais me dire que même si là, elle n'est pas folle, elle a un gros intervalle de confiance, donc ça fait que si c'est assez haut, je vais la jouer. Et donc du coup, ce qu'on voit là, c'est que maintenant, on n'a plus qu'à jouer le bras qui maximise la somme de la moyenne empirique plus son intervalle de confiance supérieur. Donc là, il y a eu des petits changements par rapport à tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, si on se rappelle bien, il y avait un delta qui était fixe, qui était dans le log, puisque dans le log, on avait un 1 sur delta. Et donc maintenant, on fixe en fait ce delta qui change à chaque tour au nombre d'itérations sur laquelle on est. Donc ça fait qu'au début, on va accepter de se tromper, puisqu'on aura un delta qui sera assez faible, enfin je veux dire assez grand, vu qu'on aura du coup delta, ça sera 1 sur t. Et donc au début, vu que t est petit, il est assez gros, donc lors de la première itération, la probabilité de se tromper, c'est 1. Mais bon, vu qu'on n'a aucune connaissance a priori, c'est pas choquant. Et au fil du temps, plus on va jouer, plus la probabilité de se tromper, on va vouloir qu'elle soit faible. Et donc, en fait, mécaniquement,
au fil du temps, epsilon va devenir en fait de plus en plus conservateur. Mais à côté de ça, plus on avance dans le temps, plus on aura d'exemples qu'on aura pu observer, et plus TK en dessous sera grand, vu qu'on aura joué les bras beaucoup de fois. Et vous allez voir, alors l'implémentation est beaucoup plus simple cette fois. Et donc, cette fois-ci, il n'est pas du tout question d'éliminer les bras, on va simplement sélectionner le meilleur. Et donc, notre fonction select, en fait, elle va calculer cet intervalle de confiance, elle va prendre le meilleur, et elle va le calculer pour chacune des actions, et elle va prendre l'action pour laquelle cet intervalle de confiance est le meilleur. Donc, on a cette fonction getUpperConfidenceBound, donc UCB, c'est de là que ça vient. J'ai mis un moment à la voir, donc je vous partage maintenant. Donc UpperConfidenceBound. Cette fonction, elle prend une action et elle calcule donc du coup la formule qu'on vient de voir et elle renvoie un float qui correspond au calcul de cette fonction. Et pour chacune des actions, elle le calcule et elle prend le plus grand. Et à chaque tour, en fait, notre fonction select, elle va prendre l'action ID qui maximise cet intervalle. Et donc, on peut à nouveau... non, c'est pas... Excusez-moi, c'est le simulateur. Hop. Donc, exactement de la même façon, si on essaye de grapher la même fonction, donc on a bien le select ici qui correspond à prendre le meilleur des éléments. Si on graphe, alors bon, qu'est-ce qu'on voit de plus que d'habitude, vous allez me dire? Eh ben, ce qu'on voit quand même, c'est que ici, ce qu'on a ici, c'est que la récompense moyenne, elle va très rapidement aller converger vers la récompense moyenne de la meilleure des actions. En fait, ça c'est la grosse différence par rapport à ce qu'on avait au début, où finalement la récompense moyenne, elle tendait vers la moyenne de tous les bras. Ici, très rapidement, la moyenne des récompenses qu'obtient l'algorithme, il tend vers la moyenne empirique de la meilleure des actions. Et donc c'est là qu'on voit qu'on minimise le regret dans la mesure, d'ailleurs on voit que le regret il baisse au fil du temps pour tendre vers 0. Et donc l'algorithme il permet justement de sélectionner cette action et ça se voit vraiment sur le graphique. Tu veux ajouter un truc là-dessus ? Non, c'est tout. Ah, sinon, un autre truc, c'est que même si ça converge assez rapidement vers un bras qui semble meilleur, vu qu'on a vu que en fait, ce qu'il y avait dans le log, ça dépendait de T, il y a l'intervalle de confiance des actions qui sont peu jouées, qui va petit à petit, quand même, au cours du temps, remonter. Et donc, ça fait que ces actions qui sont estimées sous-optimales à un certain moment, elles vont recommencer à être jouées un tout petit peu plus tard dans le futur. Donc c'est beaucoup plus lisse que sur les algorithmes d'élimination, mais contrairement aux algorithmes d'élimination où on a quand même un coup près à un moment, là en fait, on a très peu de chances de se tromper vu qu'une action n'est jamais éliminée. Une action a toujours un peu sa chance dans le futur, et puis en même temps, ça a plein de petits, de petits comportements sympas. Si par exemple, pendant le test AB ou je sais pas quoi, on ne sait pas pourquoi, il y a la meilleure action, il y a sa moyenne qui tombe un peu, et puis après qui remonte, il peut y avoir des changements en fait dans la moyenne au cours du temps, des choses comme ça qui peuvent varier. Il y a UCB qui est beaucoup plus robuste à tous ces changements de distribution que Action Elimination. J'ai menti tout à l'heure. En fait, c'est pas la borne inf, le truc mathématique le plus dur. C'est ce théorème-là. Mais ce théorème-là, il ressemble vachement. Donc, ce théorème-là, en fait, c'est la borne supérieure du regret cumulé du CB. Donc, en fait, on a vu au début qu'on avait la borne inférieure sur le regret cumulé, et maintenant, on a... Donc, ça veut dire qu'aucun algorithme ne peut être meilleur que la borne inf. Et puis, à côté, maintenant, on a la borne supérieure du CB. Et la borne supérieure, elle dit que UCB, en moyenne, il n'aura pas un regret cumulé supérieur à cette borne, vu que c'est la borne sup.
Et donc, qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit tout à gauche, on a une somme. Cette somme, elle est sur tous les bras. Donc en fait, si on dit que tout ce qu'il y a dans la somme, c'est à la louche pareil, on peut la remplacer par un cas. Donc c'est le cas de la borne inf. Là, vu que j'ai fait un copier-coller du papier, c'est pas exactement les mêmes notations, mais il y a le n qu'on voit dans le ln. En fait, c'est le t. Et donc ça fait qu'on a donc k fois ln de t. Et puis si jamais on suppose, et c'est une bonne supposition vu que c'est le pire des cas, que dans le pire des cas, en fait, tous les bras sous-optimaux ont la même moyenne. Donc ça fait que qu'on ne peut pas faire la différence entre les bras sous-optimaux vu qu'ils ont la même moyenne. Alors les delta k du bas, on peut dire que c'est un seul gros delta vu qu'on peut tout factoriser via le k à côté. Et donc on a en fait une borne supérieure sur le degré du CB qui est de k ln de t divisé par delta. Et en fait, cette borne sup, c'est exactement la même que la borne inf. Et donc, sur le problème des bandits manchots, UCB est optimal. Et c'est ça, en fait, qui est super important à voir, parce qu'il y a tout le temps des gens qui disent « Oui, mais si on utilisait ça plutôt que machin, je pense que si on fait ça plutôt que ça pourrait être mieux et tout. » Ça a été prouvé, en fait, que c'est l'algorithme optimal. Et donc, d'autres algorithmes, s'ils n'ont pas une preuve à côté qui dit que cet algorithme-là a les mêmes garanties qu'UCB, il y a de bonnes chances qu'au final, ça peut marcher de temps en temps avec la chance, mais en moyenne, si jamais on fait beaucoup de tests et d'optimisation comme ça, UCB sera toujours meilleur en moyenne. Donc, la petite conclusion de la fin, donc il y a les bandits manchots qui offrent une alternative qui est optimale au test AB classique. Par contre, il nécessite une interaction qui est quasi temps réel avec l'application optimisée. Donc, ça fait que si jamais nos clics, on sait que ils ont été là 3 jours plus tard, ça va être compliqué. En fait, quand on a une API de prise de décision qui fait les décisions, il faut qu'elle soit capable d'avoir la récompense en quasi temps réel. Quand l'utilisateur clique, il faut qu'il y ait l'appel d'API qui dise tiens, on a cliqué. Et à côté, UCB, en fait, c'est super simple à implémenter et c'est peu coûteux en temps de calcul. Mon petit mot, ce serait de dire que c'est vraiment une vraie alternative au test AB parce que le test AB, c'est la façon facile d'aller tester les interactions avec l'utilisateur. Et on voit, c'est facile de mettre du random. Après, c'est vrai qu'il y a plein de maths sur les bandits et que ça peut faire un peu peur, mais finalement, ça s'implémente en quelques lignes et c'est vraiment un vrai gain au niveau de la performance et de ce qu'on peut obtenir des interactions avec l'utilisateur et des informations qu'on peut en tirer. Alors oui, juste un mot, nous, alors moi je travaille dans une équipe où on utilise des bandits manchots en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait la presse, c'est qu'on est allé chercher Elise pour nous aider à l'implémenter. On a un outil dans lequel on fait du search et on propose des listes réponses et on utilise un algorithme de bandits manchots pour optimiser les réponses apportées et pour faire en sorte que soit les meilleures réponses qui au fil de l'eau remontent en premier. Donc c'est pas les mêmes algorithmes parce que ceux qu'on utilise sont un peu plus compliqués. Ouais, ça paraît dur. Mais ils utilisent des notions de contexte, etc. Mais en tout cas, c'est un vrai gain pour pouvoir apprendre des utilisateurs et faire en sorte que le service il colle au plus près des besoins. Et en vrai, ça marche. Je suis obligé de le reconnaître. Et donc aussi, on peut aller plus loin parce qu'en fait, là. Le problème de bandit, c'est pas un problème qui est résolu. C'est résolu en fait dans le cas le plus simple. On doit juste faire une détection de quelle est la meilleure moyenne entre plusieurs. Mais il y a plein de cas différents. Donc par exemple, il y a le cas contextuel où la moyenne de la récompense d'une action dépend d'un contexte. Donc là, par exemple, si on a des utilisateurs sur un site web, on peut se dire bon, je vais chercher le meilleur bandeau publicitaire, qu'importe l'utilisateur. Il y en a un. Par contre, si jamais, par exemple, c'est des utilisateurs qui sont connectés, qu'ils ont un profil utilisateur, derrière, en utilisant des bandits contextuels, on peut adapter en fait
ce qu'on leur présente, du coup, au contexte de l'utilisateur, pour là, cette fois-ci, faire de la personnalisation. Donc c'est tout. Donc ces algorithmes-là, c'est vraiment utilisé dans tous les domaines liés à la recommandation. C'est par exemple le cœur de métier de Criteo, pour citer une entreprise au hasard qui m'est venue en tête. Et voilà. Donc ça fait que vraiment c'est pas beaucoup de personnes connaissent, mais c'est vraiment un gros domaine de recherche. Et à côté, on a par exemple une autre famille de problèmes de bandits qui sont les bandits non stochastiques. Donc non stochastique, ça veut dire qu'ils ne suivent pas une seule moyenne, et donc en fait qui permettent de s'adapter à des changements de récompense moyenne au cours du temps. Parce que par exemple, Action Elimination, vu qu'on élimine les actions, si une action qu'on a éliminée, un jour, pouf, ça revient à la mode et ça devient la meilleure action, c'est ballot, on l'a éliminé. Voilà. Et donc on a présenté ça dans le cadre du test AB. Donc là, j'improvise un peu, on n'a pas de slide. Mais en pratique, ça peut vraiment être adapté à plein de familles de métiers à partir du moment où on mesure des KPI. Donc ça peut même être utilisé pour faire d'un cadre, par exemple, plus Ops, quand on met des choses en prod ou des choses comme ça, parce que souvent, on a des temps de réponse moyens, des choses comme ça qu'on mesure. Et donc, ça fait que l'option A, par exemple, c'est le legacy. Et donc ça fait on le connaît depuis longtemps et donc on peut le mesurer. Et quand on met une nouvelle version ou des choses comme ça, on a l'option B en fait. Et derrière, on peut mesurer ces KPI-là, tout ça, et puis éventuellement, via des algorithmes d'élimination, on a une condition qui dit tiens, c'est pas normal, on a un epsilon qui est trop gros, et donc du coup, on peut détecter en fait des anomalies de manière automatique, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, c'est pas que du test AB, ça peut vraiment s'appliquer à beaucoup de domaines, l'optimisation dans les réseaux, les choses comme ça. Merci pour votre attention. Merci déjà. Je voulais savoir sur le premier... Un peu. Sur le premier algorithme, du coup, comment vous faites pour déterminer le delta? Enfin, l'autorisation de se tromper, c'est au hasard, on essaie plusieurs deltas ou il y a une façon de le faire? Sur l'algorithme d'élimination. En fait, le truc qu'il faut voir, c'est que le delta, de manière générale, c'est quand on calcule, par exemple, des intervalles de confiance, des machins en statistique, pour, par exemple, faire un test d'hypothèse pour savoir s'il y a quelque chose qui est statistiquement significant meilleur. Souvent, dans ces cas-là, on a une proba de se tromper. Parce que si jamais on dit que la proba est de 0, en vrai, on a toujours une chance... La proba de faire pile ou face, de faire que des faces pendant 100 000 tirages, elle existe, elle n'est pas nulle. Donc ça fait que si on dit que la proba de se tromper, c'est 0, dans ce cas-là, on aura toujours un intervalle de confiance super gros et on ne fera jamais notre élimination. Donc ça fait qu'en fait, c'est un risque à accepter. Et de manière générale, plus delta est faible, plus notre erreur sera aussi faible si on en a une. En fait, il y a un compromis entre le delta et le epsilon qui se met en place. Et pour un delta fixe, en fait, on a une estimation à epsilon près. Mais pour l'algorithme d'élimination, en fait, moi, c'est pas le delta qui me gêne le plus, c'est le C. Parce que le C à côté, vraiment, il y a un effet de balancier avec le delta. Et on aurait pu juste dire que notre paramètre C, en fait, c'est grand C, qui est égal à petit c divisé par delta. Et vraiment, on a vraiment une inconnue à régler ce C. Et pour régler ce C, en fait, à part en faisant des simulations sur des moyennes simulées pour voir, en fait, c'est quoi les erreurs qu'on a sur notre simulation, des choses comme ça, pour le régler, on n'a pas vraiment de moyens. Et à part si vraiment on a... c'est très important d'un point de vue métier de prendre une décision et de dire, à un moment, il faut qu'on fasse un choix. Tant qu'on n'a pas vraiment le choix à faire,
et que ça peut être plus lisse, bah, il vaut mieux utiliser UCB, je pense. Même si à un moment, on fait UCB, et puis après, au bout d'un moment, les actions sous-optimales, on les enlève. Mais pour moi, il y a assez peu d'avantages en fait, à utiliser les algorithmes d'élimination. Et c'était surtout, en fait, je les ai présentés vraiment à titre illustratif pour vraiment expliquer c'était quoi le comportement des intervalles de confiance, des choses comme ça. Merci. Merci pour la présentation. Pourquoi bandit manchot alors que c'est multibras? J'ai un peu du mal tout le long. Ah, ça c'est un truc vachement rigolo qui me fait beaucoup rire. C'est parce qu'en fait, bandit manchot, c'est en français. Parce qu'en français, on a plusieurs bandits, donc c'est les machines à sous, qui ont un bras. Et donc en fait, on a plusieurs machines à sous qui ont elles-mêmes un bras, et donc à chaque fois, on doit tirer un bras sur plusieurs machines pour savoir quelle est la meilleure. Alors que en anglais, c'est multi-armed bandit, et là, on a un bandit qui, lui, a plein de bras. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Donc... Ah, il y en a une autre. Est-ce qu'il y a des implémentations open source? Est-ce qu'on peut trouver du code là-dessus? Alors, ouais. Non, tu vas mieux répondre que moi, je pense. J'en ai vu quelques-unes, mais je ne sais pas si elles font foi ou pas. Alors, il y a plein d'implémentations open source qui existent. J'ai moi-même plusieurs implémentations open source des algos qui traînent un peu dans la nature. Mais après, le truc qu'il faut voir, c'est que par exemple, juste dans le cadre du test AB, c'est des algorithmes qui sont très simples. Et en pratique, j'utilise jamais de bibliothèque vraiment avec l'algo de base. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est pas d'implémenter la formule qui fait une ligne. Le plus dur, c'est vraiment comment intégrer notre API de décision à l'intérieur de tout notre système applicatif, comment stocker ça en base de données, tout ça, et c'est vraiment ça la difficulté. Et les algorithmes eux-mêmes sont assez simples, en fait. Ouais, mais je suis plutôt d'accord, hein, mais un sujet, parce que ça a beau être simple, le coder, c'est pas si trivial, en fait. Donc, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Une bonne bibliothèque, moi, je suis plutôt preneur aussi. Parce que, non, mais une fois qu'on te l'a expliqué, tu le codes et tout se passe bien, quoi. Mais arriver de but en blanc sur ta page et te dire, bah, je vais reprendre la formule qui est dans le papier, ouais, non. Non, ça marche pas, en fait. En vrai, ça marche pas. Donc à mon avis, il y a pas, à chaque fois qu'il y a un papier sur le sujet, il y a des dépôts guides qui illustrent et qui déclinent la formule dans du code, quoi. Et je crois, alors en Python, j'en ai vu, en codant le truc, j'ai vu qu'il y avait des librairies qui existaient. Après, moi, je suis pas capable de dire si elles sont fiables ou pas. En pratique, pas regarder suffisamment précisément. En pratique, quelque chose qui me fend le cœur, c'est que toutes les fois où j'ai mis des bandits en prod, c'était jamais en Python. J'en ai mis en Java, en Kotlin, en plein de trucs, mais à chaque fois, en fait, c'est tellement spécifique à l'application en elle-même. Et puis, au final, l'algo, pour moi, est tellement simple que ça vaut pas le coup, en fait, d'introduire une API dans un langage en Python ou je sais pas quoi, si, par exemple, tout le reste du SI est dans un autre langage. Pour moi, c'est juste une fonction qu'on implémente à l'intérieur du SI existant, quoi. Alors, oui, ça peut paraître simple quand on a fait une thèse dessus, mais peut-être pas quand on n'en a pas fait. Ouais, oui. Et ça pourrait être un dépôt avec UCB en 4 langages, ou alors 3 algos pour Python. Enfin, ça peut quand même être assez facile à faire et aider des gens comme nous à commencer de zéro avec quelque chose, quoi. C'est vrai. Ouais, on y pensera pour l'année prochaine. En tout cas, le code, il est là, si jamais tu veux t'inspirer de même ma contribution. Merci. Merci.